Bon, après cette présentation tout à fait exhaustive et complète, on m'a demandé de vous parler de l'église, de cette église transformée en auditorium. Il se trouve qu'on a déjà eu une réunion au CAUE sur ce sujet-là. Donc c'est à partir de cette réunion qu'on m'a demandé de représenter cette transformation. Bon, je suis très honoré d'avoir à commenter les travaux de transformation de cette église en auditorium. Ceux-ci ont été réalisés non pas du tout par moi, mais par mon confrère Lionel Soulier et toute son équipe de l'agence d'architecture Acora. Ils avaient déjà réalisé ce même type de transformation avec un volume nettement plus important dans la chapelle du lycée Alain à Alençon. Et cet auditorium est le petit frère de celui d'Alençon. Nous allons nous entretenir d'une modification totale après désaffectation en vue d'un nouvel usage d'un édifice cultuel de petite importance situé en ville, assez simple de conception. Il a cependant fallu commencer par partir de l'existant pour en étudier toutes les potentialités. Effectivement, lorsqu'on aborde ce type d'édifice, il faut d'abord commencer par l'analyser dans tout ce qu'il peut avoir de potentialité. C'est-à-dire qu'il y a des chapelles, il y a des lieux retirés, il y a une certaine conception de la nef, tout ça est extrêmement important pour voir en fait quelle est sa richesse et qu'est-ce qu'on peut en tirer éventuellement sans les dénaturer. Mais avant d'exposer la pertinence de la réaffection de cet ancien lieu de culte vis-à-vis de sa nouvelle destination, je voudrais souligner plus largement la nécessité d'analyser au cas par cas le caractère singulier de chaque édifice religieux concerné par une telle mutation. Si on refait un petit historique des lieux de culte, à l'origine, les premiers lieux de culte furent plus ou moins domestiques, bien sûr, dans les premiers temps de l'Église, ou clandestins. Mais très vite, sous le règne de l'empereur Constantin, dès 213 après Jésus-Christ, le peuple chrétien investit les bâtiments publics profanes, appelés basiliques. Donc aujourd'hui, ça serait un juste retour des choses. Les bâtiments cultuels deviendraient profanes. Ce sont des édifices rectangulaires, généralement divisés en nefs parallèles et terminés le plus souvent en abside, qui abritaient diverses activités publiques. Ce modèle de plan, assez ouvert, fut repris au XIXe siècle et au XXe siècle dans différents lieux de culte, et ceux-ci sont relativement facilement reconvertibles: halls, salles de sport ou de spectacle, ateliers, entrepôts. On peut citer par exemple à l'Institut Lemonnier la chapelle qui n'avait jamais été terminée, qui a été transformée en salle de sport en cours de construction. Mais dès les premières périodes romanes, au XIe siècle, des caractères propres aux églises s'affirment. À chaque époque correspondent des critères architecturaux et des volumétries différentes. Et ça, j'en ai été particulièrement sensible, parce que dans ma jeunesse, j'ai visité énormément de chapelles, d'églises, de cathédrales, de basiliques. Et chaque fois, c'est vrai qu'on arrive avec des ambiances et des spiritualités différentes qui sont très émouvantes. Et d'ailleurs, ce qui a justifié un peu mon choix en tant qu'architecte, de devenir architecte du patrimoine. À l'époque romane, les volumes intérieurs sont assez sombres, assez étroits et ont peu d'ouverture. Ils sont propices au déploiement de peintures à fresco sur les voûtes et les murs. Donc, l'époque romane, assez d'ailleurs sécurisée à l'époque, puisqu'il y avait quand même un problème de sécurité. Les intérieurs d'églises servent à peindre et à enseigner la Jérusalem céleste, etc.
On a un certain nombre d'exemples, en particulier en Bourgogne. À la période gothique, grâce à la généralisation des voûtes à croisées d'ogives et à l'utilisation des arcs bouclants, l'édifice se libère de sa pesanteur et s'ouvre à la lumière. À la contre-réforme liturgique, dès la première moitié du XVIe siècle, les nefs d'église s'élargissent. Elles sont beaucoup plus lumineuses afin de favoriser le prêche et l'enseignement et la lecture. C'est là où on voit finalement les vitraux qui disparaissent, les vitraux de la période gothique qui étaient une sorte d'intégration de la lumière qui était transformée et qui donnait l'impression de la Jérusalem céleste quand on était à l'intérieur, c'est-à-dire une ambiance tout à fait spirituelle, remplacée par des grandes verrières blanches avec des tons très très clairs, comme on peut le voir à Jouy-Mondé. Le XIXe siècle s'inspire de tous ces différents modèles antérieurs, tout en les adaptant aux techniques de son époque. Le XXe siècle, quant à lui, dès l'avant-guerre, et plus particulièrement à partir de l'époque de la reconstruction, expérimente de nouvelles recherches pastorales extrêmement variées, et qui déboutera sur Vatican II et toutes les modifications qu'on connaît depuis, et qui ont abouti tout à fait récemment à la nouvelle emplacement de l'hôtel du chœur de la cathédrale de Bayeux, qui sera inauguré la semaine prochaine, créant de nouvelles formes architecturales sur les modèles de grandes halles, d'amphithéâtres, d'auditoriums ou d'hémicycles. Dès le XVIIIe siècle, un certain nombre d'édifices religieux inadaptés, vétustes ou inoccupés connurent des sorts contrastés, en particulier en ce qui concerne les bâtiments conventuels, qui furent soit partiellement ou totalement détruits, tels que la nef de l'église du prieuré de Saint-Gabriel-Brécy, dont on a parlé tout à l'heure, dont il reste que le chœur, par exemple, soit transformés en fermes, bâtiments d'exploitation et autres bâtiments d'usage artisanaux et autres, tels qu'on peut le voir dans un certain nombre de campagnes. Sous la Révolution, avec la nationalisation des biens de l'Église, ce phénomène s'est accentué. Nombreux monastères et églises abbatiales furent détruites, vendues ou transformées en habitations, en bâtiments à usage agricole, industriel ou artisanaux, soit réaffectés à un nouvel usage, tel que temple de la raison ou même carrément laïcisés, comme l'ancienne église Sainte-Geneviève de Paris, construite par Soufflot pour devenir ensuite le Panthéon, édifice à la gloire des grands personnages de la République. Le phénomène de désacralisation et de réaffectation s'est poursuivi par la suite. On pense même à transformer l'église inachevée de la Madeleine en gare terminale des chemins de fer, à la place de la gare Saint-Lazare, en 1837. Dans la seconde partie du XXe siècle, la chapelle inachevée de l'Institut Lemonnier à Caen fut transformée en salle de sport. À Cancale, en Bretagne, excusez-moi de vous parler de la Bretagne, mais c'est un endroit qui m'est cher aussi. L'ancienne église Saint-Maur fut transformée en musée et salle de cinéma par le clergé lui-même à cette époque. Et aujourd'hui, on voit la destruction de nombreuses églises du XIXe, dont les coûts d'entretien paraissent exorbitants pour les finances locales des élus concernés. Arrivons maintenant quand même à notre propos. Dans le cas de l'église Saint-Laurent de Bayeux, on a affaire, bien que l'on soit au cœur de la ville, à un bâtiment relativement modeste, d'une volumétrie semblable à de nombreuses petites églises rurales. Le cas de la reconversion de cet édifice nous a semblé d'autant plus intéressant à rapporter qu'il s'agit d'un bâtiment assez simple, qui n'a pas un caractère architectural très très fort ou remarquable, qui aurait pu être détruit sans grand préjudice vis-à-vis de l'histoire de l'art. Bon, bien sûr, il y a l'entrée avec ses deux contreforts, avec son clocher-porche, mais ceci étant, celui-ci a néanmoins toute sa place dans le contexte urbain de Bayeux. Il fait partie du patrimoine bâti de cette cité épiscopale et participe
à sa mise en scène, pour peu qu'on considère le paysage urbain de la ville comme un grand théâtre à ciel ouvert, comme un grand lieu de vie à ciel ouvert, où chaque bâtiment, chaque place, chaque rue a sa signification et son usage. Cette modeste église fut élevée au XVIIe siècle et en grande partie restaurée au XIXe. Il aurait été dommage de la voir disparaître, d'autant plus que participant à la mémoire des lieux, elle fut construite à l'emplacement d'anciennes thermes gallo-romaines. Que faire donc de cet ensemble, de ce lieu de culte à croix latine constitué d'une nef et d'un chœur à chevet plat, de 2 transepts latéraux, d'une sacristie en hémicycle, de ses annexes, de son clocher-pignon. Dans un premier temps, après sa désacralisation, la ville s'en est servie provisoirement comme lieu de dépôt. Mais par la suite, qu'en faire ? La laisser fermée eût été dommage et n'aurait été d'aucun sens. En faire un nouveau lieu d'animation, oui, mais à quel usage ? Aussi, la municipalité a-t-elle imaginé, en faisant appel à un architecte de renom, Lionel Soulier, du cabinet Acora, qui avait déjà réalisé en ce sens une œuvre remarquable à Alençon, de transformer cette ancienne église en auditorium de 150 places. Paris totalement réussi. Alors, on n'a pas de photo de l'auditorium d'Alençon, non. Alors, photo 2. On va assister alors à une réappropriation totale des espaces intérieurs de l'édifice, en gardant seulement quelques éléments de mémoire architecturaux, tels que l'arche de l'entrée du chœur, que vous avez là, ou des traces aussi des entrées des transepts sur les côtés. La scène de l'auditorium a pris place dans la majeure partie de l'ancien chœur, tandis qu'en arrière-fond se trouve maintenant l'arrière-scène, un local de rangement et un escalier donnant accès à une loge complémentaire qui se trouve au-dessus. Donc on voit bien le chœur, l'arrière-scène qui est derrière et la salle devant. Au-dessus de la scène, dans la partie haute du volume initial, se situe le grille dissimulé au regard du public, permettant la manœuvre des décors. Donc, on le voit là, on l'aperçoit sur la droite, là, le grille. Au nord-est, au lieu et place de la sacristie et de ses annexes, on accède à une belle loge principale demi-circulaire, accompagnée de ses commodités. À la place du transept nord se trouvent maintenant 2 bureaux superposés et dans le transept sud sont installés les sanitaires du public, tandis que la nef reçoit la salle du public de 150 places. Cette salle, constituée de gradins reposant sur une dalle de béton oblique, est accessible à partir du hall d'accueil ouest, situé au droit de l'entrée principale de son entrée historique, par un escalier donnant à mi-hauteur de gradins. En effet, pour arriver aux gradins, qui sont placés légèrement en arc de cercle pour avoir une meilleure vue du centre de la scène, il faut monter et redescendre ces mêmes gradins pour accéder aux différentes places. Néanmoins, lorsqu'on arrive dans la partie basse de la salle, on peut rejoindre une deuxième sortie, qui est par ici, quand on parlait de sécurité, à l'entrée de l'ancien transept sud, donnant directement à niveau sur l'extérieur, ce qui correspond directement aux besoins d'accessibilité handicapée et à la sécurité de l'ensemble de l'établissement. Le plancher haut de la salle du public supporte un faux plafond acoustique et est constitué d'une dalle en béton collaborant, ce qui permet d'abaisser sensiblement l'impact sonore de l'ensemble, de la ventilation et aussi de l'impact sonore de la ventilation mécanique située en comble sous les charpentes conservées de l'édifice. Dans la partie haute, on les voit, vous voyez, ces tuyaux-là. Là, il y a des pièces aménagées dans les combles. Oui, là, on voit les ventilations dans les combles, en bas. Dans une autre partie des combles qui ont été conservés, on voit une pièce qui a été aménagée sur la droite. Et
donc on a toute cette partie-là. Et d'ailleurs, au niveau acoustique, on voit que l'acoustique de la salle est admirable, puisqu'on est sur place. Alors, ce dispositif vient en complément des panneaux situés sur les murs de la salle, latéraux, avec les éclairages verticaux. Ainsi a-t-on réussi à loger cet auditorium, la boîte dans la boîte, bon, ça c'est une petite expression, parfaitement adaptée au nouvel usage de cet édifice public. Vous voyez, alors photo 7, photo intérieure. Vous voyez sur cette photo cette petite église simple qui participe à la beauté de la ville de Bayeux et à son caractère encore très provincial. Vous voyez de l'autre côté l'arc diaphragme de la croisée du transept que l'architecte a réussi à garder. Cet arc de pierre n'est pas grand-chose, effectivement, bon. Mais cela est suffisant pour rappeler que l'on est dans un ancien édifice cultuel. Pour le reste, vous voyez que la transformation est importante avec les corbeilles, les tribunes, comme celles qui ont été faites à Alençon. Vous voyez les chaises elles-mêmes sont démontables pour pouvoir avoir un espace de répétition ou éventuellement dans la partie arrière qui est en haut pour pouvoir augmenter la régie, puisqu'il y a une régie là-haut avec des escaliers. L'extérieurement a changé. Si à l'intérieur, la nouvelle fonction s'est totalement substituée à l'ancienne, au niveau extérieur, par contre, l'église a gardé visuellement tout son caractère. Elle reste authentique et témoigne pour les Bayeuxins de son passé. Ce n'est pas du Disneyland, ce qui implique que sa signification dans la ville garde toute sa valeur symbolique. Bien sûr, il a fallu retoucher légèrement cette NB. Les fenêtres sont obstruées, doublées intérieurement de panneaux opaques, vous voyez, aucune fenêtre, assurant l'obscurité de l'auditorium et contribuant à la gestion acoustique intérieure. Mais ceci n'est extérieurement pas perceptible. Situés dans le secteur de la ville, les services des Bâtiments de France avaient émis le souhait que cette obstruction ne soit pas perceptible au niveau des espaces publics. Pour ce faire, les vitrages des baies extérieures ont été maintenus et doublés de grillages à mailles losangées, rappelant d'authentiques vitraux. De plus, des éclairages rasants ont été judicieusement interposés entre les panneaux de doublage intérieur et les vitrages, ce qui permet, en cas d'illumination, de maintenir à l'extérieur l'aspect de cette chapelle. Restée vivante, mais signe des temps, réaffectée à des préoccupations culturelles et profanes. Alors je veux rappeler quelques éléments. Avec l'accord de l'évêque, la ville de Bayeux désaffecte l'église Saint-Laurent en vue de la transformer en équipement culturel. Plusieurs années après la désaffectation, les élus visitent une église déjà reconvertie en auditorium à Alençon et ils font appel à Lionel Soulier de l'agence Acora pour ce projet. Ensuite, afin de gérer l'acoustique tout en conservant l'aspect extérieur de l'église, les vitraux ont été isolés de l'intérieur de l'auditorium mais continuent d'être visibles à l'extérieur et servent et sont éclairés extérieurement. Cette solution est le fruit d'une réflexion commune entre l'architecte en charge du projet et celui des Bâtiments de France. L'auditorium est l'exemple typique d'une reconversion architecturale réussie. Le bâtiment répond efficacement à sa nouvelle fonction tout en conservant ses anciennes caractéristiques extérieures. Je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur de Cèze, d'avoir planté le décor. C'était pour nous important de pouvoir revenir sur... Enfin, c'était pour nous important d'accueillir dans ce lieu-là. On s'était dit on va faire une visite, mais à plus de 100, c'était compliqué de faire une visite du site à plus de 100. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir représenté ce projet et d'avoir fait une visite via le PowerPoint. Oui. Rajouter un petit mot, mais ce sera peut-être dans les interventions que je ferai avec le public, parce que tout à l'heure, en tant que public moi-même, je pense qu'au niveau de nos églises rurales, il y a un problème difficile à
à envisager et à résoudre, c'est la coactivité. Parce que, en fait, on s'aperçoit que la population est très attachée à ces édifices religieux pour différentes raisons. Mais dans une église, finalement, il y a plusieurs lieux. Il y a la nef, il y a le chœur, il y a des collatéraux, il y a des chapelles, et puis il y a des sacristies et différents éléments. On pourrait très bien envisager, éventuellement, compte tenu de la diminution du nombre de personnes qui utilisent d'une manière permanente, enfin même occasionnelle, ces églises, avoir, comme d'ailleurs dans la plupart des églises aujourd'hui, un lieu spirituel, par exemple le lieu de la présence réelle, une chapelle qui soit bien identifiée, et pour le reste, par exemple, la nef transformée en éléments cultuels et culturels polyvalents, ou le chœur lui-même réaménagé avec éventuellement des cloisons coulissantes permettant, lorsqu'il y a un enterrement, de rétablir le lieu. Moi, je me souviens qu'en début d'activité, j'avais travaillé chez un architecte qui était spécialisé, qui travaillait beaucoup pour des églises, qui était Pierre Pinsard, qui était professeur à Tournai. On avait envisagé une église à Antony dans les années 60. Et cette église, qui est d'Antony, était envisagée comme un lieu multiculturel et cultuel. Ça soulève un certain nombre de problèmes, entre autres au niveau de la loi de 1903, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le clergé désaffecte l'Église, puisqu'il y a toute une procédure de désaffectation, il est difficile d'imaginer que ce soit quelque chose de mixte qui puisse être co-géré à la fois pour différentes activités qui ne soient pas forcément cultuelles ou qui ne soient pas forcément culturelles, inversement. Voilà, c'était ma petite contribution complémentaire à ce colloque.